Bonjour à tous et bienvenue pour le quart d'heure US, la deuxième émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 15h45. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir. Nous sommes aujourd'hui le mardi 13 décembre 2016. Le titre du jour est Pause avant la Fed. Je vous parle d'une pause sur les cours du pétrole qui sont revenus se poser sur leurs anciens plus hauts annuels à 52 $. Je vous parle d'une pause du dollar index qui consolide gentiment. Je vous parle d'une pause sur la plupart des classes d'actifs, sauf, bien évidemment, vous l'aurez vu, des indices boursiers. Le Dow Jones s'inscrit un nouveau record historique à 19 900 points au moment où je vous parle. Le DAX retrouve les 11 300 points, ça va trop vite, on passe de milliers en milliers. Les 11 300 points pour le DAX, les 4 800 points pour le CAC 40. Les tendances sont toujours haussières, les acheteurs ont la main, les plus hauts et les plus bas sont de plus en plus hauts. Tout va bien jusqu'ici. Néanmoins, attention, ne tombons pas non plus dans l'euphorie et la facilité. Certes, nous sommes en décembre, les marchés sont haussiers, il y a une absence de mauvaises nouvelles, et c'est la raison pour laquelle les indices montent si fort, si vite. Bien évidemment, l'analyse technique nous préserve de nous mettre en face tant qu'il n'y a pas de signaux de retournement baissier. Et attention, puisque demain, on aura rendez-vous avec la Fed pour une hausse de taux éventuelle, presque certaine, mais sait-on jamais. Nous avons rendez-vous jeudi avec Donald Trump, un discours très attendu, et nous avons rendez-vous vendredi avec les 4 sorcières, c'est-à-dire les échéances mensuelles et trimestrielles sur les produits futurs, actions et options. Donc voilà, nous avons des indices boursiers haussiers, une stabilisation du dollar, une stabilisation du pétrole, une stabilisation de la volatilité, une stabilisation de l'or. Les marchés petit à petit se grippent, se stabilisent, se compriment, très attentistes en attendant bien évidemment les grands rendez-vous de cette fin de semaine. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, je vous salue tous, bonjour Christian, bonjour Gilles, bonjour JL, Tisdrus, bonjour à tous, et je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Un avertissement sur les risques avant de commencer cette émission concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD, je vous invite à en prendre note. Vous pouvez utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, on va voir ensemble les derniers mouvements intraday, ce qu'il se passe sur les actions européennes, les statistiques et le chiffre du jour, les actualités aux États-Unis, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets, et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. Alors, en termes de mouvement intraday, le S&P 500 se maintient en tendance haussière au-dessus des 2250 points. Pourquoi est-ce que je vous parle des 2250 points ? Eh bien parce que hier, on parlait d'une pause en cours sur les indices américains. On avait vu que le S&P 500 faisait un chandelier en étoile filante, donc un chandelier de potentiel retournement à la baisse. Néanmoins, je vous ai expliqué que ce chandelier seul ne pouvait pas être un signal et que l'alerte donnée par le chandelier d'hier, qui montrait que les acheteurs n'avaient pas la force d'aller plus haut à court terme, eh bien cette configuration, ce chandelier d'hier, devait être validé par une éventuelle cassure des 2250 points pour qu'un scénario baissier se mette en place. En fait, hier, les acheteurs se sont présentés en début de séance, puis ils ont pris des bénéfices et on a clôturé pratiquement à l'équilibre. Mais aujourd'hui, plutôt que de prendre des bénéfices, au contraire, les acheteurs sont là, la tendance perdure, les statistiques sont bonnes, il n'y a pas de nuage à l'horizon pour l'instant et c'est la raison pour laquelle le S&P 500 approche de ses plus hauts d'hier, toujours haussier. Le Dow Jones a inscrit des nouveaux records historiques aujourd'hui à 19 900 points. On se demande même s'il ne va pas aller chercher le seuil psychologique des 20 000 points avant la Fed de demain. Nous verrons cela en fin de séance. En tous les cas, les indices US sont très fortement haussiers. Le CAC 40 lui est haussier, il gagne les 4800 points en hausse de 0,8%. Il a pris appui sur son support des 4740 points hier et ce matin et les acheteurs gardent la main et ce jusque nouvel ordre. Le VIX lui corrobore tout cela, il est scotché à ses plus bas annuels à 13,27 points, il est synonyme d'une faible volatilité caractéristique d'un marché haussier et ce jusque nouvel ordre.
Le pétrole WTI a pris appui sur ses anciens plus hauts annuels à 52 $. En effet, hier, on a vu que le pétrole WTI débutait la semaine un peu haut, un peu vite, en hausse de plus 5% et sur une résistance clé à 54 $. Je vous ai expliqué que je devenais complètement neutre, qu'on était suracheté à court terme, qu'on était sur une résistance de moyen terme. Cela n'a pas manqué, les acheteurs ont pris des bénéfices, on a même perdu jusqu'à 4% entre le plus haut et le plus bas du jour hier en séance, avant de se stabiliser au-dessus des 52 $. Les 52, c'était les anciens plus hauts annuels, on les a gapés en début de semaine à la hausse et on est venu prendre appui dessus, ce qui est tout à fait propre dans cette configuration graphique. L'or évolue dans un canal baissier dont on surveillera une éventuelle sortie. Je vous ai rédigé une analyse sur l'or que je vous ai publiée sur Twitter ainsi que dans la plateforme de CMC Markets. J'explique que l'or est baissier, fondamentalement parlant, inversement corrélé au dollar, qui est la clé pour la suite. Tant que le dollar est haussier, les taux sont haussiers et les indices sont haussiers, eh bien l'or évolue à la baisse sous pression. Mais si à un moment donné, un de ces facteurs changeait et que l'or sortait par le haut de son canal baissier, la donne changerait. Donc je surveille cela, on ne sait jamais. L'USD-Yen, lui, est tenu en échec sous les 116 yens. Les 116 yens, c'est une résistance de moyen terme. Ce sont les plus bas de 2015, ce sont les plus bas de janvier 2016. C'était un support moyen terme, c'est devenu une résistance. On vient de gagner 1500 points sur l'USD-Yen, on vient de toucher cette résistance clé, on se stabilise dessous en attendant la Fed. Et je vous ai rédigé une analyse sur le dollar et l'USD-Yen qui sera publiée sur le site juste après cette émission. Le Bund tient les 160, support hebdomadaire pour le moment. Donc le Bund, je vous avais expliqué qu'il baissait quand les taux remontaient. Le Bund est dans une tendance de fond haussière en données long terme. Il est sur le fil du rasoir. Tant qu'il tient les 160, tout va bien. S'il casse les 160 à la baisse, c'est que les taux continuent de grimper et qu'on pourrait avoir une déstabilisation du marché obligataire. Côté meilleure et moins bonne performance de l'Eurostoxx, on note Unicredit dans les plus fortes hausses. En effet, la banque italienne, la première banque italienne va être recapitalisée. On retrouve également la Deutsche Bank, donc toujours ce secteur bancaire qui tire à la hausse. Dans les baisses, on retrouve des petites consolidations, dont AXA qui a fait un beau parcours ces derniers temps, et puis RWE en Allemagne qui consolide. Donc voilà, on est plutôt dans un marché haussier avec très peu de baisses. Et quand il y a des baisses, ce sont des faibles proportions. Côté statistique, on a eu l'inflation en Angleterre supérieure aux attentes à 1,2% contre un consensus à 1,1% ce matin. On a aussi eu le sentiment économique en Allemagne, le ZOO, inférieur aux attentes à 13,8 contre des attentes à 14,2 points. Et puis on a eu l'indice des petites entreprises US, le NFIB, cet après-midi, supérieur aux attentes à 98,4 alors que le consensus attendait 96,7. Le chiffre du jour, c'est 13 milliards. 13 milliards, c'est la somme que va lever Unicredit, première banque italienne, avec un double objectif de renforcer son bilan et d'améliorer sa rentabilité à long terme. Alors généralement, quand une banque lève de l'argent et qu'elle fait une augmentation de capital, qu'elle se recapitalise, eh bien ça a tendance à peser sur le cours de bourse. Ici, c'est l'inverse. La banque lève 13 milliards, les actionnaires sont dilués. Malgré tout, le titre monte. Ça montre bien à quel point sur les banques italiennes, on vient d'un scénario du pire et même quelque chose comme une levée de fonds de 13 milliards satisfait les opérateurs. Côté entreprise US, on a 3M qui présentera aujourd'hui ses perspectives pour 2017, Boeing qui relève de 30% son dividende trimestriel et qui s'inscrit dans une superbe tendance haussière. Les actionnaires devraient apprécier donc un relèvement de dividendes. Verizon inquiète de nouveau sur cette perspective jugée décevante après avoir fait un profit warning il y a 3 mois, donc attention. Et puis Viacom annonce la nomination de Bob Bakish au poste de PDG. Dans les plus fortes hausses et les plus fortes baisses, dans les hausses, on retrouve Regeneron Pharmaceutical qui profite en fait d'essais cliniques peu fructueux chez ses concurrents. Du coup, la société se différencie de ses concurrents et bondit à la hausse. Chipotle Mexican Grill, c'est une chaîne de fast-food aux États-Unis. Le titre était délaissé jusqu'ici, il a rebondi sur support. Johnson & Johnson, elle était dans une tendance baissière depuis plusieurs semaines et là, avec l'appétit pour le risque ambiant, elle a réussi à se reprendre.
Donc c'est amusant, vous voyez, on a eu, comme je l'expliquais ce matin dans la matinale, on a eu jusqu'ici des titres fortement haussiers qui ont accéléré. Par exemple, si je prends les titres français, on va parler de Eramet, de ArcelorMittal, de Vallourec, de choses comme ça. Donc ça, c'est des titres qui étaient en tendance haussière de court ou de moyen terme et qui ont accéléré après l'élection de Donald Trump. Ce qu'on peut voir se passer depuis quelques séances, c'est que ce ne sont plus les titres les plus haussiers qui tirent à la hausse, mais ce sont des titres défensifs, délaissés, survendus, qui cette fois se reprennent, ce qui montre bien que les opérateurs sont quand même confiants sur la suite en 2017, et c'est ce qui permet donc à ces marchés de continuer de grimper. Dans les baisses, vous pouvez voir Southwestern Energy qui a échoué sous résistance. En plus, hier, on a eu des prises de bénéfices sur le secteur énergétique avec la baisse du pétrole de 54 à 52. Viacom, en fait, elle devait fusionner avec un autre groupe et ça ne s'est pas fait. C'est pour ça qu'en fait, il y a la nomination d'un nouveau PDG et le titre a perdu près de 10% hier. Et puis Alexion Pharmaceutical, donc là, à l'inverse de Regeneron Pharmaceutical, mauvais résultat sur ses recherches et le titre est tout de suite sanctionné. Et puis, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets, c'est un biseau ascendant en données 4 heures sur Amazon. Est-ce que le titre va casser ce support, casser la borne basse de son biseau et les plus bas des dernières heures, ou est-ce qu'au contraire, on va prendre appui sur cette zone de prix pour repartir à la hausse? Nous allons voir cela tout de suite ensemble sur les graphiques. Ces graphiques, justement, les voici. Donc, le Dow Jones enchaîne sa 7e séance consécutive de hausse. Il a inscrit 23 nouveaux records cette année. C'est stratosphérique. Le Dow Jones vient de prendre pratiquement 2500 points en ligne droite en l'espace d'un mois. Pour vous montrer à quel point c'est stratosphérique et c'est euphorique, le RSI en journalier du Dow Jones qui atteignait 90 points tout à l'heure est sur un plus haut historique. C'est-à-dire que le Dow Jones n'a jamais, de toute son histoire, ces 120 dernières années, il n'a jamais été autant suracheté qu'il ne l'est actuellement. Alors vous allez me dire, oui mais Nicolas, ça veut dire qu'il est suracheté, ça veut dire qu'il y a de l'euphorie, ça veut dire qu'à moyen terme, ça pourrait mal se finir, ça pourrait se retourner et ça pourrait être violent. J'ai envie de vous dire, effectivement, il y a deux façons de voir ça. La première façon de voir ça, c'est à court terme. Qu'est-ce qu'il en est? La tendance est haussière. Tant qu'on est en dehors des bandes de Bollinger, c'est fortement haussier. Et le RSI, très élevé, nous montre une situation de surachat, mais nous montre aussi à quel point la situation haussière est puissante et donc à quel point il faut s'en méfier. Donc tant que le Dow Jones fait des plus bas de plus en plus haut, tant qu'il ne fait pas un chandelier de retournement majeur, tant qu'il ne casse pas de support, évitons d'anticiper, d'envisager de la baisse sans avoir de signal. Voilà. Après, pour ce qui est du moyen-long terme, là-dessus, c'est un tout autre scénario. C'est un scénario que je vous présenterai un peu plus d'ici la fin de l'année 2016. On va pouvoir avoir un peu de temps pendant les vacances de Noël pour parler macroéconomie et fondamentaux de long terme. Mon avis en tant qu'analyste technique, et en tant que personne qui discute des marchés avec notamment des personnes qui font de l'héliotisme, c'est que nous pourrions être dans une vague haussière finale. C'est-à-dire que si on prend le décompte mensuel du Dow Jones, on aurait une vague 1, 2, 3, 4, et là on serait dans la vague 5. La vague 5, c'est la dernière vague d'un décompte haussier qui se passe en 5 vagues. Donc oui, je pense que nous sommes potentiellement dans une vague d'euphorie caractérisée par les niveaux de surachat actuels, caractérisée par une très puissante hausse. Et je pense qu'on pourrait, une fois qu'on aura atteint des cibles haussières, connaître un retournement de marché, peut-être en 2017, entre 2017 et 2018. Voilà. Le fait est que, à long terme, fondamentalement et techniquement, même si un tel scénario pourrait se valider, je vous invite encore une fois à ne pas l'anticiper. Il faut l'étudier, l'envisager, le considérer, mais de là à l'anticiper, voire à le trader, c'est-à-dire à vendre tous les jours la hausse, c'est à vous de voir. Ce n'est pas forcément la meilleure façon de faire, de se mettre en face d'un train lancé à pleine vitesse. Donc voilà, qu'on soit tous bien d'accord.
Je suis haussier parce que l'analyse technique est haussière et ce sera le cas tant que le Dow Jones sera en tendance haussière. Bien évidemment qu'à moyen terme, c'est pas forcément tout rose comme essayent de nous le faire croire les opérateurs qui, encore il y a un mois, pensaient qu'on allait perdre 10% après l'élection de Donald Trump. Voilà. C'est le même constat que j'ai sur tous les indices, le Dow Jones, le S&P, le DAX, le CAC. Il faut bien garder en tête deux choses, le court terme et le moyen terme et le long terme. À court terme, c'est haussier, les acheteurs ont pris la main sur le DAX, on a cassé un range, on est sorti par le haut, on est allé chercher pratiquement l'objectif. On est en train de finir l'année en beauté, la tendance de fond est haussière, la tendance de court terme est haussière. Tant qu'on est au-dessus des 11 140 points sur le DAX, c'est haussier. Si on casse ce support, on passe neutre, voire ceux qui le souhaitent pourraient mettre à profit une éventuelle correction. Donc soyons factuels, c'est haussier, il y a un mouvement de fin d'année, un rattrapage. Vous voyez par exemple l'Eurostoxx dont je parlais ce matin dans la matinale, il est revenu sur son cours d'ouverture de 2016. Mais il n'a pas clôturé son gap laissé ouvert fin 2015. Pour que l'Eurostoxx puisse finir l'année à zéro, il faudrait qu'il prenne encore 50 points, donc 1,5%. Donc peut-être qu'on a encore un peu de potentiel haussier pour finir la fin d'année. Peut-être qu'on va consolider en fin de semaine avec soit Yellen, soit Trump avant d'éventuellement repartir à la hausse et finir l'année en beauté. En tous les cas, c'est ce que veulent les commentateurs de marché, c'est ce que veulent les gérants de fonds, c'est ce que veulent pour l'instant les marchés dans leur globalité, c'est essayer de finir cette année qui avait mal débuté en fanfare et pour l'instant, les acheteurs gardent la main. Seule une cassure des plus bas du jour combinée aux plus bas d'hier, c'est le cas sur le S&P 500, le DAX et le CAC 40, changerait la donne, inverserait la tendance à court terme et nous ferait être beaucoup plus prudents. En attendant et jusque nouvel ordre, les acheteurs gardent la main. Ensuite, on va regarder les actions américaines ensemble. Si vous voulez que je regarde un titre, n'hésitez pas à me le dire maintenant. Alors, on a Advanced Micro Device qui a fait un superbe parcours haussier qui consolide ce jour. Tant qu'on est au-dessus de la zone des $10, une résistance mensuelle majeure, la tendance haussière peut perdurer. Si on repasse dessous, il faudra être un peu plus prudent. Whirlpool continue de se reprendre en direction de ses plus hauts annuels. Johnson & Johnson, dont je vous parlais hier, donc elle était, dont je vous parlais tout à l'heure, dans les hausses. Eh bien voilà, elle était en tendance baissière depuis 4-5 mois, elle a consolidé, elle a réussi à renverser la vapeur et donc hier les acheteurs validaient ce renversement de vapeur de court terme. Quoi d'autre Medallion Financial, elle gagne 10% ce jour. Alors ça c'est un titre qu'on avait regardé ensemble et on avait vu qu'il y avait une zone de résistance à 3,80, 3,85 correspondant au plus bas en clôture du mois de septembre, correspondant à une oblique baissière qui passait par tous les plus hauts. Et là, on est potentiellement en train de la casser. Et si ce signal était validé en cours de clôture, eh bien, ce serait peut-être le début d'une accélération haussière en direction des prochaines résistances qui sont à 4,30 et 4,60 $. Donc on verra si ce soir le titre Medallion clôture au-dessus ou en dessous des 3,85 $. First Data Corp, elle est neutre. Tetra Tech, elle est en stabilisation à plat, toujours dans sa tendance haussière de court terme et de moyen terme, mais ça plafonne un petit peu à court terme. Donc là, on est dans un range, il faudra tout simplement suivre la sortie de ce range. Si on sort par le range, par le haut, dans le sens de la tendance, eh bien on continue de grimper. Par contre, si on vient à casser les plus bas des 10 derniers jours, là, attention, ce serait un premier signal de consolidation. Tesla Motor, à moyen terme, je vous remonte ce que cela donne. Ça donne un grand range depuis 3 ans avec un petit excès début 2016. Le titre Tesla a tenu la zone des 180 $ à plusieurs reprises ces dernières semaines. On retourne à la hausse et à 200 $, on a un seuil psychologique plus une oblique de moyen terme qui passe en résistance. Sous les 200 $, on peut redescendre à tout moment. Par contre, si on casse les 200 $, seuil psychologique plus l'oblique baissière,
on pourrait libérer un nouveau potentiel haussier sur le titre Tesla. Donc, surveillons les 200 $. Google continue de grimper, Twitter grimpe aussi, Facebook grimpe aussi. Donc, vous voyez, même les valeurs du numérique se reprennent, c'est une bonne chose. Illumina, elle n'avait pas réussi à tenir sa zone de support in extremis fin de semaine dernière. Bon, c'est pas très propre. Si on repasse très rapidement au-dessus des 130 $, ça changerait la donne. Donc c'est à surveiller. Amazon, je vous disais donc en début d'émission qu'on était dans un biseau. Et la borne basse était vers 760 $. On a tenu et on repart à la hausse. Donc pour l'instant, pas de sortie baissière d'un biseau baissier, donc les acheteurs gardent la main. Et puis à surveiller, ne l'oublions pas, GoPro qui revient travailler ses plus bas annuels et historiques à 8,70 $, les plus bas de mai 2016. GoPro est baissière fondamentalement, techniquement, mais surveillons un éventuel retournement à proximité des plus bas historiques, auquel cas peut-être qu'un retournement pourrait avoir lieu. Si on casse les plus bas historiques, par contre, eh bien, on pourrait aller un peu plus bas. Ensuite, on va passer sur les matières premières. Donc, sur les matières premières, l'avoine est revenue travailler sa résistance des 218. Si ça passe, on pourra aller chercher les 230 au-dessus. L'avoine, c'est pas un actif qui est facile à lire. Ici, il y avait un petit triangle, on était sorti par le haut, c'était beau, mais là, on est entre une tendance haussière de court terme et une tendance baissière de moyen long terme. Donc, c'est pas évident. Le pétrole, donc comme je vous le disais, on a échoué sous les 54, on est revenu à 52 $, les plus hauts du lundi 5 décembre, on s'est posé dessus, les acheteurs gardent la main. Il n'est pas inconcevable qu'on vienne clôturer quand même ce gap à 51,40, 51,50. Donc on verra comment ça se passe dans les séances à venir. Pour l'instant, on n'est ni sur un support clé, ni sur une résistance clé. C'est pour ça que depuis hier, depuis qu'on a touché les 54 $, je suis passé complètement neutre et attentiste sur le pétrole. Concernant le blé, ça se confirme, les acheteurs reprennent la main, on a cassé la résistance des 390 cents vendredi, on a enfoncé le clou hier en terminant dans le vert, de nouveau aujourd'hui on est en hausse, les acheteurs ont la main et ce jusque nouvel ordre, tant qu'on est au-dessus des 388-390 cents, avec à la clé les 410 voire les 425 cents. Seul un retour rapide des cours sous 388 cents changerait la donne sur les cours du blé. Sur les cours du riz, on est toujours dans un petit range, dans une tendance haussière de court terme. Attendons la sortie de ce range pour y voir plus clair. Sur les bovins engraissés, ça reste haussier. On a bien tenu le support et pour l'instant, les acheteurs gardent la main. Sur les cours du coton, attention, je ne vous le dirai pas une fois, je vous le dis 2 fois comme d'habitude, mais attention, ça va bientôt sortir. Je ne sais pas dans quel sens. Mais ça fait 3 mois que les cours du coton se compriment dans un petit triangle. Le support et la résistance se rapprochent. On devrait donc sortir de ce triangle bientôt. Et étant donné que la compression a été longue, la sortie pourrait être violente. Ensuite, les cours du gaz, ils continuent de consolider après être sortis par le bas du canal haussier. Donc on est typiquement comme au mois de juillet dans une consolidation après une tendance haussière. Les cours de l'or sont toujours sous pression, dans une tendance baissière, et ce jusque nouvel ordre. Seule une cassure du canal baissier par le haut changerait la donne. Demain, les US vont monter les taux. La question est, si les US montent les taux, le dollar va-t-il exploser à la hausse ou va-t-il se renverser à la baisse sous le joug de prise de bénéfices? A priori, c'est censé être haussier, mais sait-on jamais? On verra cela en live demain soir. Et puis enfin le sucre, et là je suis plutôt content, car vous voyez sur le sucre, on surveillait une éventuelle réaction positive sur support, on l'avait eu mardi dernier, puis je vous avais dit qu'il fallait casser les 19,50 pour pouvoir faire un plus haut que le précédent et montrer vraiment que les acheteurs avaient la main. Ces dernières séances, on butait sous les 19,50, donc je vous disais attention, on est neutre dans une tendance baissière, donc les baissiers peuvent tenter encore de reprendre la main. Et vous voyez que là, on est en train d'attaquer le support, alors je ne sais pas s'il va casser ou tenir de justesse, mais en tous les cas, comprenons bien que quand une tendance est baissière, elle ne peut pas passer de baissière à haussière. Elle passe de baissière à neutre
Et ensuite, quand on est neutre, on voit si les résistances cassent. Aucune résistance n'a cassé, donc les vendeurs gardent la main pour le moment, et ce jusque nouvel ordre. Et enfin, le jus d'orange. Eh bien, j'espère que vous connaissez tous cette configuration et j'espère que vous savez tout ce qui s'est passé sur le jus d'orange. On en a tellement parlé. Le jus d'orange est monté pendant 6 mois. Il y avait des maladies dans les plants de jus d'orange. Il y avait des problèmes au Brésil, en Amérique du Nord. Donc, on a eu une explosion des cours du jus d'orange de pratiquement 100% en l'espace de 3 trimestres. On est revenu à 230 sur les plus hauts annuels qui sont aussi les plus hauts historiques de 2011. Et puis ces dernières séances, on se posait la question de savoir si on allait relancer et dépasser les plus hauts ou partir à la baisse. Et depuis le jeudi 1er décembre qu'on a échoué sous les plus hauts et qu'on est reparti à la baisse, je vous ai dit attention, on assiste à un double échec sur les cours du jus d'orange. Si on venait à casser l'oblique haussière qui passe par tous les plus bas depuis plusieurs séances, on pourrait accélérer à la baisse. Eh bien, vous voyez, le jus d'orange a perdu pratiquement 6% depuis le signal donné à la baisse hier. Je ne sais pas si certains d'entre vous en profitent, mais c'est plutôt joli. Voilà pour les matières premières et on va finir comme d'habitude par les devises. Je lis vos commentaires en même temps. Que penses-tu de la construction RSI journalière sur le gold? Même s'il y avait sur l'or une divergence haussière, Jean-Philippe, une divergence haussière est un signal pour suivre un actif. Ça met la puce à l'oreille sur le fait que quelque chose pourrait se passer. Et sur l'or, je vois la tendance baissière hebdomadaire, je vois la tendance haussière journalière, j'ai écrit une analyse pour expliquer pourquoi l'or baissait. Vous voyez, vous allez dans votre plateforme. Vous allez ici dans Insight, qui sont toutes les infos que je vous poste à longueur de journée dedans. Et vous avez ici mon analyse sur l'or. Vous allez la lire. Et j'explique bien qu'en fait, jusqu'à nouvel ordre, l'or est baissier, le dollar est haussier, les indices sont haussiers. Et voilà ce qui se passe en gros sur les marchés. Mais j'explique aussi bien que la Fed arrive, qu'on va voir comment on réagit et que l'or est dans un canal baissier. J'attends une hypothétique sortie de ce canal baissier par le haut pour parler d'un signal acheteur. En attendant, vous anticipez si vous êtes à l'achat sur l'or au cours actuel. Car la tendance est baissière, tout est baissier, et ce n'est pas une divergence haussière sur le RSI qui doit suffire à se placer sur un actif. Et puis concernant le dollar, eh bien le dollar il est neutre, voilà. Il a perdu la semaine dernière 150 points, puis il les a repris. En ce début de semaine, il a consolidé, il s'est posé à plat. Il est sur sa moyenne mobile à 10 séances, qui est plate elle aussi. Ça montre bien qu'on est dans un range depuis en gros 10 jours. Le dollar est monté ces 3 derniers mois sur des anticipations de hausse de taux de la Fed, avec une probabilité de hausse de taux qui est désormais de 100% pour demain soir. Je vous ai écrit une analyse sur le dollar. La question est de savoir quelle sera la rhétorique de la Fed. Si la Fed monte les taux et nous dit qu'elle attend de voir 2017, qu'elle attend de voir les chiffres économiques, qu'elle verra plus tard pour peut-être les monter, alors peut-être qu'on pourrait assister à des prises de bénéfices sur le dollar. Les opérateurs auraient acheté la rumeur et vendraient alors la nouvelle. Si par contre Janet Yellen nous dit demain qu'elle monte les taux et que c'est le début d'une longue période de hausse de taux avec plusieurs hausses de taux l'année prochaine, etc., là par contre le dollar pourrait apprécier. Par contre ça pourrait un peu peser sur les indices américains. Donc je doute un petit peu du fait que Janet Yellen soit très bullish sur les taux et très haussière sur le dollar. D'autant plus que ça ne plairait pas forcément à Donald Trump. Donc attention. Oui, le dollar monte depuis 3 mois sur une anticipation de hausse de taux de demain soir, mais ce n'est pas pour autant que demain soir, si Janet Yellen monte les taux, que le dollar va monter. Soyons clairs là-dessus. Gilles me dit sucre blanc ou sucre brut, même combat. Oui Gilles, ils sont complètement corrélés et en fait il faut choisir celui qui vous plaît le plus en termes d'analyse technique et en termes de signaux. Paul me dit, plus sérieusement, je pense que les opérateurs achètent tout avant la Fed. Le ton de la Fed fera la fin de la semaine. Je mise sur une forte baisse pour la fin de la semaine avant de bien finir l'année. Pourquoi pas, Paul? Pourquoi pas? Peut-être qu'effectivement, on peut avoir une consolidation demain, mais même pas sûr. Je n'en sais rien en fait.
On est tellement haut, on est tellement haussier qu'à tout moment, si on cassait des supports qu'on perdait 2% parce que les marchés auraient envie de consolider, je trouverais ça complètement normal, légitime, et j'en serais pas étonné. Mais de là à l'anticiper, j'ai du mal. Vous aurez remarqué que ceux qui anticipent la baisse depuis 3-4 semaines, ça se passe pas très bien. Donc parfois, mieux vaut-il attendre une confirmation et être sûr de soi, être sûr que la tendance haussière est enrayée, plutôt que de tenter d'anticiper ce potentiel retournement. Voilà, donc je pense que les marchés vont se stabiliser. Comme je vous le disais, ils se sont stabilisés déjà sur beaucoup de classes d'actifs. Sur les indices, on était encore un peu euphorique aujourd'hui. Les indices US ont inscrit des nouveaux plus hauts, le S&P et le Dow Jones à l'ouverture. À l'heure actuelle, au moment où on parle, ça se calme un petit peu, on se stabilise. Et donc voilà, je ne vois pas pourquoi on gagnerait 3, 4, 5% d'ici demain soir. Les opérateurs, théoriquement parlant, sont censés être un petit peu attentistes, potentiellement prendre des bénéfices en attendant que Janet Yellen monte les taux demain soir. Voilà, sur ce, j'ai fait le point donc sur ces marchés. Paul nous dit, est-ce que la Fed peut emmener le pétrole sous les 52 $? Paul, si la Fed fait exploser le dollar à la hausse, le pétrole cote en dollars et ça peut peser un peu dessus, j'aurais pas tendance à attendre forcément que ce soit la Fed qui fasse baisser le pétrole sous les 52 $. On a une mèche haute hier à 54, on a une mèche haute aujourd'hui à 53,20. On voit bien que les vendeurs perdent un petit peu en puissance à court terme. Je vous rappelle qu'on vient de passer de 42,50 à 54. On a pris 12 $, 25% de hausse sur le pétrole. Donc, combler le gap à 51,40 et revenir tester les anciens plus hauts annuels n'aurait rien de particulièrement baissier et n'aurait rien d'illégitime. Voilà. Donc je ne sais pas si c'est la Fed qui le fera, mais en tous les cas, voir le pétrole revenir à 51,20, 51,30, clôturer son gap laissé ouvert lundi, techniquement parlant, en tous les cas, n'aurait absolument rien d'étonnant. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée, un bon trading. J'espère vous retrouver demain matin dans la matinale, demain après-midi pour le quart d'heure US et demain soir. Vous allez dans la rubrique formation de CMC Markets et vous vous inscrivez pour le live Fed du 14 décembre et on sera tous ensemble sur le pont pour voir demain ce qu'il se passera sur l'or, sur le pétrole et sur les indices. L'or donc de cette fameuse hausse de taux américaine. Sur ce, je vous laisse. Je vais vous publier un papier sur le site de CMC au sujet du dollar index et des taux de demain. Et je vous souhaite en attendant à tous une très bonne soirée. Au revoir à tous.